C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom, mais sur ce plateau est toujours présent notre invité, Komi Kouché, ministre de la Communication et des TIC du Bénin. Jemal Taleb, notre éditorialiste, est également présent, ainsi qu'Alfred Chango, éditorialiste. Voici le dossier du jour. La construction de logements à prix abordables pour les populations du continent fait aussi partie des priorités que nous énoncent tous les gouvernements aux quatre coins du continent. Trouver un habitat décent à prix abordable est l'une des préoccupations majeures des populations, des citoyens. Et pour cause, l'urbanisation se fait grandissante. Reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial au Bénin. Vers la mise en place d'une politique de logement social en Afrique. Sur le continent, les politiques et les stratégies se multiplient pour doter les populations de logements décents à des prix réduits. Un véritable enjeu car le logement garantit la sécurité sociale. Les infrastructures de logement se mettent en place. Alors, quelles sont les mesures prises à cet effet? Au Sénégal, l'accès au logement a été au cœur d'importants débats à l'Assemblée nationale. En janvier 2014, face à la crise dans le secteur, la représentation nationale a voté la loi sur la baisse du prix des loyers. Une baisse qui varie de 4 à 29% selon le type de logement. Mais d'abord, l'enjeu est d'encadrer les loyers pour éviter une trop grande inflation. Cette loi contient des mesures visant à soulager les ménages. La société immobilière du Cap-Vert, la SICAP, est une société de l'État sénégalais. Elle facilite depuis sa création en 1951 l'accession à la propriété pour des milliers de personnes. Aujourd'hui, avec l'exode rural, elle revoit ses priorités. La forte urbanisation et le développement tentaculaire des villes exigent une nouvelle politique immobilière. La SICAP entame des négociations pour avoir du foncier, pour construire ce qu'on appelle la nouvelle ville autour de Diamniadio et de Lac Rose, où peut-être on pourra, si Dieu le veut et avec l'aide de l'État, mettre à la disposition des populations des dizaines de milliers de logements. La mesure qui doit venir après, c'est de renforcer la SICAP, de renforcer les HLM pour que ces deux sociétés puissent jouer le rôle qui est le leur, celui de produire pour les Sénégalais des logements à prix coûtant. En Guinée équatoriale, rendre le logement accessible au plus grand nombre fait également partie des priorités gouvernementales. Chaque année, le pays consacre près de 20% de son budget à la construction des logements. Ici, nous sommes à Buena Esperanza, une banlieue de Malabo, la capitale du pays. Dans cette cité pilote, 2330 logements sociaux ont été construits en 2006. Une maisonnette de plein pied, un jardinet privatif, des aires de jeux et terrains de sport aux alentours, le tout pour 14 millions de francs CFA. Cette première expérience a été le point de départ d'une stratégie de développement de logements sociaux sur l'ensemble du pays. La politique de logements sociaux est en train d'être exécutée sur l'ensemble du pays. Actuellement, nous avons construit près de 3700 logements qui ont été intégrés ou sont en cours d'intégration. L'objectif est de commencer par la classe de personnes défavorisées. C'est à cela que correspond le modèle des logements de Buena Esperanza. Le projet de logement social est continu et selon les autorités, il sera construit 12 000 maisons d'ici à 2020. Le site de Sampaka à la sortie sud de Malabo est le point de départ de cette ambition avec la construction de Buena Esperanza 2. Ce site comprend près de 800 logements. Actuellement, nous pouvons constater que nous sommes déjà à la phase des finitions. Les câbles électriques sont déjà prêts, les sanitaires. Dans 2 ou 3 mois, nous aurons terminé cette phase 2 de Buena Esperanza qui possède plus de 700 logements. Ce chantier est distribué à 5 entreprises différentes où chacune a un projet spécifique. Mais la distribution est la même. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, une salle à manger. Que ce soit à Dakar ou à Malabo, les projets de logements sociaux visent à juguler la prolifération de l'habitat précaire et permettre aux citadins, dont le nombre a cru ces dernières années, de se loger décemment. En Guinée équatoriale, 10% des logements construits chaque année est destiné gratuitement aux handicapés. Perhentino fait partie de ceux qui ont reçu un logement en 2012. Avant, je louais une maison et puis un matin, on m'a appelé en me disant qu'on avait besoin de moi ici à Buena Esperanza. J'étais heureux lorsque je recevais les clés. Je remercie le Seigneur pour avoir montré à mon gouvernement que nous sommes tous égaux et que tout le monde doit être traité de façon égale, que tout le monde doit bénéficier des bénéfices que génère le pays. Une maisonnette comme celle-ci coûte à l'investissement 45 millions de francs CFA, mais revendue à 14 millions par l'État. Tandis qu'un appartement comme celui-ci coûte 40 millions de francs CFA.
Dans la plupart des cas, le prix de ces logements reste encore prohibitif au vu du pouvoir d'achat des populations. Une réalité qui éloigne un peu le projet de logements sociaux de leur vocation sociale. Quelqu'un qui travaille ici en ville, il va souscrire aux logements sociaux, par exemple, de Tuaonpol. S'il n'est pas véhiculé, là c'est carrément un problème. Donc les gens, moi par exemple, je préfère venir ici, louer un appartement, qu'aller bénéficier de logements sociaux, sincèrement. Parce que les logements sociaux, ça revient plus cher à la personne. L'enjeu principal est d'éviter que ces logements ne soient achetés que par les plus aisés et loués par la suite aux familles ayant des revenus modestes. Si des efforts sont faits en matière de construction de logements sociaux sur le continent, un problème de taille demeure néanmoins. L'inégalité de chances des citoyens pour accueillir ces logements. Le double défi des États est à la fois de garantir l'accès aux logements sociaux pour la grande majorité des citadins, mais aussi d'entreprendre de véritables politiques d'aménagement du territoire qui garantissent à chacun et à tous un cadre de vie décent. Alors, Monsieur le ministre, si ces logements sont construits effectivement par les États, ou en tout cas si les États poussent à ce que des logements périurbains soient construits, c'est aussi pour juguler la prolifération de l'habitat précaire. On est d'accord. Alors, prenons l'exemple du Bénin. Est-ce qu'il y a aussi ce type d'initiatives qui sont menées par le gouvernement? Bien sûr qu'il y a ce type d'initiative, mais déjà avant de parler de l'expérience qui se fait au niveau du Bénin en la matière, il faut déjà commencer par saluer l'esprit de responsabilité des gouvernants actuels africains qui prennent vraiment à bras le corps les problèmes qui touchent à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Mais en même temps, Monsieur le ministre, ils n'ont pas le choix. Mais écoutez, on n'a souvent pas le choix, mais en termes de priorité, vous savez, dans les États africains, tout reste à faire. Et donc, choisir de s'attaquer à tout ce qui concerne les besoins essentiels. On en a 5, en tout cas selon ce qu'on nous a enseigné jusqu'ici. Et se loger fait partie de ces besoins. Et donc, aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des États africains, il y a une propension à mettre en place des politiques à portée sociale qui puissent permettre de booster vraiment de façon positive les conditions de vie des populations à la base. Et c'est dans ce cadre que vous avez des programmes de logements sociaux. Au niveau du Bénin, il y en a eu et il continue d'en avoir, que ce soit des logements sociaux, des logements économiques qui permettent vraiment à la plus grande partie de la population, notamment ceux qui aspirent à la classe moyenne et qui sont encore en dessous de la classe moyenne, de pouvoir se loger décemment. Mais il faut comprendre aussi que, comme l'a dit tout à l'heure un des éléments témoins qui vient de passer, c'est vrai, il faut que la mise en place de ces infrastructures s'accompagne d'autres infrastructures confortatives, parce qu'il n'est pas possible pour la plupart de nos États d'avoir des places dans les capitales pour pouvoir bâtir ces logements sociaux, alors qu'il se fait que la plupart des lieux de travail de ceux qui sont appelés à rester dans ces logements, sauf ceux qui sont dans les villages, qui n'en ont certainement pas besoin, c'est dans les villes. Et donc les infrastructures à caractère confortatif qui devront être mises en place, c'est par exemple le développement des systèmes de transport en commun, il faut viabiliser les zones, etc., etc. Et comme vous le savez bien, c'est une question de priorité. Et il faut saluer déjà cet esprit des dirigeants africains. Et ce qui est mis en place au Bénin, parce qu'on a vu des exemples dans ce reportage où effectivement des logements sociaux étaient créés, étaient construits, mais coûtaient trop cher et donc ne pouvaient pas être achetés par la classe moyenne, voire les moins nantis. Alors est-ce que vous avez été confronté au même problème au Bénin ou non, vous avez su répondre à... Non, les politiques de tarification varient d'un État à un autre, mais ce qui est important, la logique commune, c'est l'accessibilité à ceux qui en ont droit. Au niveau du Bénin, nous avons une agence foncière de l'habitat. Et donc, la politique qui est mise en place, c'est une politique de vente avec paiement par tempérament. Vous prenez, vous payez sur un certain nombre d'années. Vous savez, c'est une idée qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous allez, par exemple, au Burkina, le président Sankara, depuis les années 87, avait déjà eu cette idée où des gens pouvaient acheter des logements et payer sur 20 ans, 30 ans. C'est la même chose que nous faisons aussi au Bénin. J'ai été particulièrement très heureux de ce que j'ai suivi pour le Sénégal, parce que Dakar, c'est l'une des capitales les plus chères en Afrique de l'Ouest en matière de logement. Et je crois que ce programme-là viendra vraiment atténuer la pression financière de l'habitation sur les populations. Quels principaux points, Gemal, avez-vous retenu du reportage que l'on vient de voir ? J'ai retenu que le compte n'y est pas, malheureusement. Et donc, le logement est un problème majeur qui se pose partout, Monsieur le ministre. Il se pose dans les pays occidentaux. La différence, c'est que le décret atteint par les pays occidentaux, nous ne l'avons pas encore. Tout le monde sait que se loger à Londres, se loger à Paris, se loger à Milan, se loger à Rome est une difficulté. Sauf qu'il y a un marché
qui a une activité et un intérêt économique majeur et qu'on n'a pas envie de remettre donc, dans une difficulté. Donc on le maintient à un niveau. La conséquence après, c'est qu'il crée des loyers très élevés et une difficulté majeure. En Afrique, la situation est singulière. D'abord, le cadre juridique. Le cadre juridique est très faible. Seule, à ma connaissance, l'Afrique du Sud a mis le droit au logement opposable dans sa constitution. Et donc, il y a, semble-t-il, un travail assez remarquable parce que l'obligation juridique le fait, comme la France l'a fait en 2005 d'ailleurs, je crois, en 2005 ou 2004. Et donc, le cadre juridique doit être amélioré. La deuxième chose, qui est assez importante, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que si on a un développement économique important, il doit être accompagné du développement du logement. Le logement, nonobstant l'adage qu'on connaît tous, quand le logement va, tout va, l'activité économique va, l'emploi va, la création de toutes les activités autour du bâtiment va, et en général, quand on comprend l'intérêt, ça y va. Et puis, si vous réglez le problème du logement pour un ménage, vous réglez sa condition de vie tout de suite. Et donc, c'est une prise de conscience, Monsieur le ministre, que dans nos pays, nous n'avons pas encore prise dans toute son importance. Et je pense qu'il y a là un boulot. Il y a quelque chose qui a été fait. Shelter Afrique est une institution panafricaine qui a été créée en 1982 et qui a dégagé l'année dernière 6 milliards de CFA, c'est pas beaucoup, mais enfin c'est pas mal, 6 milliards de CFA pour le logement. Il ne faut pas une Shelter Afrique, il en faut 10, au moins. Et donc, il faut que ce genre d'initiative, 1982, elle a un investissement assez faible, un apport qui existe, hein, il ne faut pas le sous-estimer, mais il y a encore du boulot à faire. Néanmoins, j'ai vu quelques exemples, je vais les donner et je m'arrête là, Marie-Angèle. Premier, c'est le Cameroun. Donc, j'ai vu qu'il y a un programme au Cameroun en préparant cette émission, et ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons le logement autour de 40 à 50 000 euros. Ça n'est pas à la portée des gens. Et donc, régler le problème du logement social, c'est pas mettre ça à un niveau de combien 40 millions de CFA. Personne n'est capable de le faire. Il y a donc cette difficulté-là qu'il faut absolument mettre en œuvre. Et puis, il y a un exemple important, c'est que j'ai vu que des promoteurs immobilier s'intéresse au continent. J'ai vu qu'une société, la société marocaine de promotion est actuellement en Côte d'Ivoire. Elle fait un travail assez remarquable, semble-t-il, il faut le faire. Mais l'exemple, je le prends encore une fois, je l'ai vu en Tunisie. D'une part, il y a donc une société tunisienne qui est donc liée à un programme des Émirats arabes unis qui est en train de construire 150 000 logements sociaux. Mais l'exemple le plus frappant, bizarrement, vient de Ben Ali. Ben Ali avait créé à l'époque un fonds qui s'appelle 21-21. Alors les Tunisiens, quand ils m'entendent, ils vont dire voilà qui va défendre Ben Ali. Ce n'est pas la question de défendre Ben Ali, mais la question c'est que le fonds, en tout cas l'idée telle qu'elle a été faite, consistait donc à créer un fonds spécial pour le logement. Et l'une des grandes avancée, qui n'a pas tout réglé, majeure que la Tunisie a faite, c'est en matière de logement, cette action publique massive, suivie donc d'un programme important de promotion immobilière. Je crois que sur le continent, le compte n'y est pas, même si des choses sont faites. Non, Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez réagir aux propos de Gemal ou on va passer la parole à Alfred Chango? Non, mais je voudrais juste dire que c'est évident que lorsqu'on parle de logements sociaux, il faut pouvoir mettre le prix à un niveau social. Ce qui est évident. Et quand j'ai suivi le reportage qui a été fait ici, les logements ne sont pas à 40 millions. Il a été dit pour la plupart, que ce soit au Sénégal ou en Guinée équatoriale, c'est à 40 millions, mais c'est cédé aux gens à 14 millions. Ça veut dire qu'il y a une subvention. Mais ça reste quand même au-dessus des moyens des populations. Bon, vous savez aussi, c'est vrai que ça reste au-dessus des moyens, mais ce n'est pas possible, compte tenu des contraintes budgétaires des États africains, de pouvoir aussi faire des logements à 0 francs. Ben, le cas de la Tunisie qu'il a évoqué, j'ai connu aussi ce cas-là. Je suis allé, j'ai vécu ça en direct, et c'est pourquoi je disais ici la fois dernière que c'est vrai que lorsque vous dirigez, vous avez la lourde responsabilité de conduire la gouvernance d'un pays. L'une des données majeures auxquelles les populations s'attachent, à laquelle la population s'attache, c'est la liberté, qui est un bien de première nécessité, comme par exemple les autres biens que nous connaissons. Moi, je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, Ben Ali, dont il vient d'évoquer le cas, puisse tomber comme il est tombé. Ça veut dire quoi? Vous avez tout donné aux populations quand ils n'ont pas la liberté, vous ne leur avez pas encore donné quelque chose. Alors Alfred, votre analyse et votre regard sur ce que notre invité et Gemal ont dit, et surtout, on va revenir sur effectivement cette problématique-là. Effectivement, il faut combler les déficits dans la plupart des pays que nous avons cités, mais il faut aussi anticiper. Et donc c'est un double travail que les autorités ont à faire. Naturellement, Marie-Angèle, il faut simplement rappeler un principe qui est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la propriété pour chacun.
Donc les États ont à mettre en place effectivement des politiques de logements sociaux par la mise en place des offices publics qui peuvent justement être des promoteurs immobiliers d'un côté et puis favoriser les promoteurs immobiliers privés. Ça n'est pas la même chose justement. La question de l'encadrement juridique dans ce cas-là est tout à fait importante. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est que si on focalise toute l'attention justement immobilière uniquement autour de villes ou des bidonvilles autour des villes pour les faire disparaître et construire, on oublie les villages et les campagnes. Or, les mêmes besoins en termes d'immobilier, de maisons. On n'a pas besoin de logements sociaux dans les villages. Ça, c'est une vision urbaine. Parce que le développement de la campagne, du village, dépend aussi des conditions de vie. Donc, c'est un droit social qui doit être le même pour tout le monde, qu'on soit en ville ou dans la campagne. Vous pensez qu'un villageois qui habite dans une case sans électricité, sans eau, où les femmes vont puiser de l'eau à des milliers de kilomètres, est-ce que c'est normal dans les États africains aujourd'hui? Non, assurément. Quand je vais dans les villages français ici, les maisons sont construites en dur, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a toutes les viabilités possibles. Donc on ne peut pas exclure les campagnes. La troisième chose, effectivement, les inégalités salariales et l'émergence timide de la classe moyenne en Afrique. Naturellement, l'accès à la propriété dépend aussi du salaire. Alors, que ce soit des fonctionnaires, puisque c'est la masse importante des travailleurs, ou alors de ceux du secteur privé. Et quand on voit effectivement les salaires que les uns et les autres touchent, ou l'absence des salaires pour les fonctionnaires, on se dit qu'ils n'accéderont jamais justement à la propriété. Quand au Sénégal, on a pris une loi pour contraindre les promoteurs privés, on encadre les prix, je dis que ce n'est pas une bonne chose, puisque vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un qui a construit sa maison, qui a dépensé, qui y met un locataire justement, à au moins ne pas rentrer dans ses ressources. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent, mais il me semble que naturellement, chaque État aussi, suivant ses richesses, ses revenus, met en place une politique de l'habitat qui lui est propre. Enfin, il y a la question justement de l'occupation de sol et de la répartition de tout cela. On a donné des exemples ici. Je vais prendre simplement un qui va jusqu'à la caricature, c'est l'Angola. Avec les dividendes du pétrole, on a construit autour de Luanda des cités extrêmement modernes qui aujourd'hui sont vides parce que les Angolais ne peuvent pas, au vu de leurs revenus, accéder à ces propriétés-là et donc ça reste vide aujourd'hui. Vous voyez... J'ai mal vu réagir à vous. Oui, parce que ce que dit Alfred est absolument juste, parce que le logement, c'est un ensemble. Il n'y a pas à choisir une région contre une autre, une localité contre une autre, c'est un ensemble. Et si vous ne réglez pas l'ensemble, vous ne réglez pas le problème. Vous le réglez d'abord dans les grandes agglomérations, c'est évident. Pour le régler dans les grandes agglomérations, le logement, comme tous disent les spécialistes, j'en suis pas un, c'est une triptyque. Foncier, fiscalité, financement. C'est-à-dire que si une action publique veut, dans le domaine du logement, donner une solution générale, elle ne peut pas être seulement publique. Il ne s'agit pas que le ministère de l'urbanisme, de l'habitat dans tel ou tel pays se dit « moi je vais régler le problème chez moi, je vais construire tous les ans 100 000 logements ». D'abord, il n'en a pas les moyens. Deuxièmement, ça n'est pas vrai. Troisièmement, ça ne correspond à rien du tout. Ça va coûter un très cher ou ça va ruiner les finances publiques. Donc il faut en même temps un programme immobilier. Le programme qui est fait par la société donc, elle s'appelle société marocaine, qui travaille en Côte d'Ivoire, est assez important. Il consiste donc, cette même société, il faut se dire, avec un programme différent, a construit au Maroc 170 000 logements. En Côte d'Ivoire, elle est née à 2600. Pourquoi? Parce que le problème du foncier n'a pas été réglé. Et là, l'action publique est importante. Donc, je reviens à mon premier point. Premier point, donc, c'est le foncier. Il faut que l'État mette à disposition des terrains à bas prix, sinon gratuits, avec un vrai titre de propriété. Deuxième chose, il faut que la fiscalité ne soit pas chère. Troisièmement, il faut régler le problème du financement. Shelter Afrique est un bon exemple, il ne suffira pas. Terrain à bas prix, fiscalité. Oui, alors, dernière réaction, Monsieur le ministre. Je voudrais juste dire que je partage totalement ce que mes amis disent. Ben, il faut comprendre que les programmes de logements sociaux tels qu'ils sont mis en place en Afrique en ce moment et dans la plupart des États d'ailleurs font la différence entre les besoins pressants.
d'accord, de suppression de la précarité en matière d'habitation dans les milieux urbains et périurbains. Et lorsqu'on veut parler maintenant des questions de village, dans la planification du développement, ça rentre dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, qui reste un autre débat. Donc, tout ce qui a été évoqué ici, vous allez dans chacun de ces pays, vous allez vous rendre compte que la priorité d'abord, c'est comment on fait pour réduire la précarité de l'habitation des gens qui sont dans les milieux urbains. Mais les milieux ruraux, c'est l'aménagement du territoire et dans la planification du développement, c'est beaucoup plus vaste. Donc, en même temps, juste une observation. Quand on règle le problème en ville, ben ça fait quoi? C'était un appel pour les jeunes des villages, donc ça fait exode rural. Et ça accroît. Pas nécessairement, c'est pourquoi je parlais. Pas nécessairement, c'est pourquoi je parlais d'aménagement du territoire. L'un des objectifs de l'aménagement du territoire, c'est de pouvoir sédentariser les gens qui sont dans les milieux ruraux. Merci, Monsieur le Ministre. Alors nous allons à présent mettre fin à ce débat et rappeler les informations dont nous avons parlé en première partie d'émission. La présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Ponza, a fait preuve de fermeté vis-à-vis des miliciens anti-Balaka. Selon elle, il multiplie les exactions contre les civils musulmans et accentue les clivages. Les élections générales sont prévues en mai en Afrique du Sud. À l'approche de cette échéance, les tensions jaillissent entre la majorité présidentielle et l'opposition. Restez avec nous dans quelques instants. Nous poursuivrons cette émission avec des reportages axés sur l'économie du continent. A tout de suite.